Ligne droite. Le grand réveil. Nous sommes ce matin avec l'ancien policier conseiller régional du Centre-Val de Loire, Cyril Aymar-Duncker. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va parler aujourd'hui de Bruno Retailleau. Est-il l'homme de la situation ? C'est le thème de cet entretien. Deux policiers de la brigade spécialisée de terrain ont été frappés par plusieurs personnes dans la cité de la Castellane à Marseille mercredi dernier. Les deux agents étaient en intervention pour tenter d'interpeller un dealer. Ce n'est pas la première fois évidemment. C'est une question qu'on a posée hier au sénateur Stéphane Ravier. Alors je vous pose cette même question, Cyril Aymar-Duncker. Est-ce que vous considérez, vous, que c'est une violence devenue commune, habituelle, banale ou pas ? Oui, hélas, mais c'est pas nouveau de voir des policiers se faire passer à tabac sur des interventions. Ça arrive de très longue date. Il y a déjà ne serait-ce que 4 ou 5 ans en arrière, une fois j'avais posé la question, en ce qui concerne la légitime défense, à partir de quand considère-t-on qu'un groupe qui attaque un policier va être amené à être considéré comme une arme par un magistrat pour leur permettre de riposter avec leur arme létale? Parce que un policier qui se fait aujourd'hui tabasser par une dizaine de personnes, à partir de quand, dès lors où ces derniers ne sont pas armés, à partir de quand il a le droit d'utiliser de son arme pour leur tirer dessus et se protéger? Alors j'avais posé la question, est-ce que c'est quand il a les premiers os cassés? Est-ce que c'est quand il est à 10 secondes de tomber dans le coma? Est-ce que c'est jamais? Pourquoi pas? On ne le sait pas. Le souci qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la légitime défense des policiers, elle est déjà quasi inexistante en fait. Et le problème, c'est que avec ce principe de proportionnalité qui n'est jamais pris en compte par les magistrats, les policiers sont dans une insécurité juridique telle qu'ils préfèrent très souvent se laisser frapper, être gravement blessés, plutôt que tout simplement riposter pour assurer leur intégrité physique en utilisant leur arme. Alors en soi, effectivement, c'est un sujet tabou encore, la légitime défense, qui n'a pas encore été évoqué par Bruno Retailleau. Bon, il vient d'arriver, en même temps, on va pas le bousculer, mais je veux dire, c'est même Gérald Darmanin n'évoquait pas ce sujet-là. Pourquoi c'est si tabou que ça, la légitime défense ? En fait, ça fait peur. Ça fait peur parce que ça voudrait dire rétablir l'ordre. Et rétablir l'ordre nécessite un certain courage politique. Or, à partir du moment où vous autorisez des policiers à faire feu sur des individus non armés, il faut avoir les épaules politiquement pour pouvoir le soutenir. Si ça s'était passé ce jour-là, si un des deux policiers avait fait usage de son arme pour se protéger lui-même ou protéger son collègue, on aurait eu des mouvements de rébellion comme on a pu en connaître pour l'affaire Naël, voire pire, en disant oulala, les policiers assassinent ces pauvres jeunes. Et on aurait un gros morceau de la gauche française qui serait bien sûr face à ça dans les médias, dans la rue, partout pour dénoncer à quel point ce geste est inadmissible, et on aurait peut-être même jusqu'à notre président de la République, comme il a pu déjà le faire par le passé, qui pourrait aller dire qu'il s'agit d'un geste inexcusable et inacceptable. On l'a vu aussi. Donc, il faut vraiment un très gros courage politique pour l'assumer. Et ensuite, il faut surtout, et là, ça touche à l'indépendance de la justice, obliger les magistrats à appliquer le code pénal tel qu'il est prévu, et vraiment à l'appliquer tel que. La légitime défense, elle a été votée démocratiquement, elle est acceptée par le peuple. Maintenant, il faut accepter qu'elle soit utilisée et reconnue. Et là, il y a un gros travail à faire. Cyril Aymar-Duncker, je rappelle des chiffres évoqués hier au sujet justement de ce trafic de drogue. C'est le contexte dans lequel ces deux policiers ont été lynchés. Mercredi dernier, 49 narcomicides ont été enregistrés dans les Bouches-du-Rhône, juste dans les Bouches-du-Rhône l'an dernier. Gérald Darmanin n'a cessé de vanter son action lorsqu'il était ministre, en rappelant qu'il avait augmenté les effectifs de police à Marseille, ce qui est faux. Un rapport de la Cour des comptes révèle cette semaine qu'il y a moins de policiers aujourd'hui à Marseille qu'en 2016, 185 policiers en moins. Et sont à la fois des démissions, des demandes de mutation. Quel est le bilan de Gérald Darmanin, alors pas qu'à Marseille, de façon générale en France, sur le narcotrafic, et pas seulement, qu'est-ce qu'on retient en fait du bilan de Gérald Darmanin aujourd'hui ? On en retient surtout du tape à l'œil, avec notamment les opérations Place Nette, qui ont un petit peu, légèrement déstabilisé le trafic au moment où elles ont été mises en place, mais en réalité, elles n'ont absolument rien résolu. On a en France un problème de fond, c'est l'attitude par rapport au recours aux stupéfiants. À mon sens, tant qu'on ne sanctionne pas
de façon plus importante le consommateur, il y aura toujours plus de revente. Et tant qu'il y aura de la revente, il y aura des guerres de gangs, il y aura une hausse de la criminalité, des règlements de compte, ainsi de suite, et des victimes collatérales. Donc, il faut prendre le problème à la base, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on part du principe qu'en France, une majorité de Français consomment du cannabis et que donc, du coup, c'est plus ou moins acceptable, même si c'est illégal, et qu'on laisse faire? Pourquoi pas? Mais il faudrait qu'il y ait un vrai questionnement de société là-dessus pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à ça. Alors, le problème, c'est que le cannabis est un peu le marchepied vers autre chose. Et on voit aujourd'hui la cocaïne se répandre dans nos rues. Aujourd'hui, se faire un rail de coke est devenu presque normal pour la plupart des jeunes qui vont consommer, même dans des cadres festifs. Il faut pas oublier que quand on consomme de la cocaïne, ben, on a du sang sur les mains, puisqu'en réalité, on alimente le narcotrafic et tout ce qui va avec. La légalisation ne serait pas une solution non plus. Parce que je vois déjà beaucoup me dire « Ouh là là, mais si on légalisait, ça réglerait le problème ». Non, ça générerait le même trafic parce que il y aurait toujours du marché noir à côté pour obtenir les produits stupéfiants à de meilleurs tarifs, en quantité plus grande. Enfin, on voit tous les pays qui ont tenté de le faire, hein, les résultats sont plus que mitigés. Il y a peut-être une politique de sensibilisation aussi à mener là-dessus. Après, on arrêtera évidemment de parler de trafic de drogue, mais à la fois à l'école. Alors, je sais qu'il y a déjà des choses qui sont dites, qui sont distribuées dans les cours d'école ou enfin dans les salles de classe plutôt sur ces sujets-là. Mais en même temps, il y a quand même un énorme souci d'exemplarité. On peut citer le cas d'Andy Cabra, le député de la France Insoumise, arrêté pour avoir justement acheté de la drogue dans le métro parisien. Et qui, a priori, en plus, ne recevra même pas une peine, proportionnelle à ce qui s'est passé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi de ce côté-là, Cyril Mardinker ? Le souci, il est généralisé. Le recours aux stupéfiants, il se fait de plus en plus jeune. Donc, dans votre question, là, il y a plusieurs points, mais il y en a un qui a soulevé, c'est que effectivement, il faudrait peut-être dépister très tôt pour pouvoir intervenir sur les comportements déviants. Aujourd'hui, on le voit il suffit de regarder l'âge des jeunes choufs qu'on peut trouver dans les quartiers. Certains commencent, ils ont à peine 12 ans. Donc, en gros, c'est à peu près l'âge du collège. Si on dépistait systématiquement et si on apportait pour les jeunes consommateurs un vrai programme d'assistance pour pouvoir, au plan psychologique, au plan social, pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne continuent pas à pérenniser ce comportement, plus l'associer à des sanctions pénales pour les parents qui n'assurent pas la sécurité de leur enfant en les laissant comme ça consommer de la drogue, voire même aller travailler pour des réseaux. Bon, ben là, si on faisait ça avec un dépistage automatique, dès la 6e, je sais pas, tous les mois, dans une grande campagne de prévention, on va dépister tout le monde, et qu'on sanctionne vraiment les parents dont les enfants mineurs vont avoir recours aux drogues, là, oui, ça pourrait porter ses fruits, hein. Mais on vous dirait que c'est hyper intrusif, presque que c'est une atteinte aux libertés individuelles, à tout ça. Le problème, c'est que trop de liberté tue la liberté. Et ça pose maintenant, aujourd'hui, de vrais problèmes de santé publique d'un côté et de criminalité de l'autre. Cyril Mardinker, pour en revenir au sujet de la police, il y a une phrase qu'on entend beaucoup dans notre propre camp idéologique, si j'ose dire. Comment se fait-il que la police soit répressive avec les manifestants de la Manif pour tous, par exemple, ou avec les Gilets jaunes, tandis qu'elle laisse prospérer la racaille dans les cités, les Black Blocs en manif, etc. Je vous pose la question parce que c'est un sujet qui fait débat vraiment au sein de notre propre sphère politique. Vous, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Que la police, elle fait tout simplement son travail. Et quand elle fait son travail, elle exécute les ordres qui lui sont donnés. Or, là, dans le cadre du maintien de l'ordre, c'est la responsabilité essentiellement des préfets. Donc, en gros, du gouvernement. Et j'ai presque envie de dire, fort heureusement, puisque nous sommes encore dans une démocratie, du moins je l'espère, et dans une démocratie, la police, elle obéit à l'État, qui est censé être la représentation démocratique du peuple. Là où nous avons un souci, dans notre famille politique, c'est sur le fait d'accepter que l'État d'aujourd'hui est une représentation semi-démocratique. Quand vous avez quelqu'un qui est à la tête de l'État, qui n'est pas là parce qu'il a été élu par le plus grand nombre, mais parce qu'il était une solution d'opposition à la majorité, suite à une alliance contre nature, ben, à ce moment-là, forcément, on peut se poser des questions de démocratie. C'est un débat que j'avais récemment avec un intervenant de l'INSP,
où on parlait de la loi asile-immigration européenne qui devait être retranscrite dans le droit français, et où ce dernier nous disait oui, mais la France a besoin de l'Europe a besoin de la France, on ne peut pas enlever ça. Et je soulevais un problème, je disais mais comment ça se fait qu'une loi votée au niveau européen qui est à contre-courant de la volonté souveraine du peuple français, parce que vous avez un tiers à gauche qui va être contre parce qu'il la trouve trop répressive, un tiers à droite qui sont contre parce qu'il la trouve trop permissive, ça fait les 2 tiers des Français qui sont contre, et pour autant elle va être retranscrite dans notre droit français et elle va être appliquée démocratiquement. Voilà. Mais la réponse est là. Et ce dernier me rétorque, alors vous dites que nous ne sommes plus en démocratie. Moi, je dis non, il faut se poser les bonnes questions. On a une crise de la représentativité et là est le problème. Et pour en revenir donc à votre question initiale, on est là-dessus. Les préfets, ils appliquent quoi? Les ordres du gouvernement. Et donc, de ce fait, ils sont répressifs avec ceux avec qui ils souhaitent être répressifs. Oui, donc c'est d'abord politique, quoi. Ça n'est que politique, et la police est un instrument politique, parce que la police est un instrument aux ordres du politique. Est-ce que, parce que vous étiez policier, Cyril Mardinker, je vous pose la question un peu crûment, est-ce que vous êtes content d'avoir quitté la police? C'est triste à dire, mais oui. Mon métier me manque énormément, mais le problème, c'est que je ne pouvais plus, comme tous mes autres collègues policiers, l'exercer avec une certaine probité par rapport à l'image que j'ai de l'ordre républicain, justement, et de ma vision de la protection de la population. Donc, le problème, c'est que moi, si je suis face à une agression, j'ai du mal à me dire je ne vais pas pouvoir y aller parce que sinon, je risque de me retrouver moi-même en prison, tout simplement parce que j'ai fait mon travail. Et je vois tous mes collègues aujourd'hui qui sont en souffrance par rapport à ça. On parle des suicides bien souvent dans la police en disant mais comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Mais il y a une grosse perte de sens dans le métier. Aujourd'hui, quelqu'un qui est policier, qui veut protéger ses concitoyens, il ne peut pas sereinement exercer son métier. Et ça, c'est un vrai problème. Et hélas, aujourd'hui, j'en suis à dire, quelque part, oui, je suis heureux de ne plus être policier, alors que pour autant, c'est une profonde blessure en moi de ne plus pouvoir exercer ce métier, mais qu'aujourd'hui, plus aucun policier ne peut réellement exercer dans le sens premier qui est celui que je lui donne, celui de protéger notre population. Alors ça permet d'aborder justement ce sujet. Il y a ce qu'on appelle aussi la violence ordinaire. On parlait de trafic de drogue, on parlait de situations un peu extrêmes. Là encore, des policiers sont en proie à la moindre dénonciation. Une arrestation trop musclée peut se finir en garde à vue, non pas pour la personne interpellée, mais pour le policier lui-même. Ça revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi sur la légitime défense. Cette impuissance, elle justifie le départ de nombreux fonctionnaires de police, on vient de l'évoquer. Est-ce qu'on peut dire qu'on est face à une crise institutionnelle en plus d'être face à une crise sécuritaire en France ? On a une profonde crise institutionnelle et c'est de là que vient le problème sécuritaire en fait. Si on avait une vraie démocratie, j'y reviens, qui représente réellement la volonté du peuple et une police qui applique réellement les ordres du gouvernement qui en seraient issus, on aurait moins de problèmes sécuritaires. Ouais. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à la cité de la Castellane à Marseille, je veux dire, c'est un peu le désengagement de l'État face à la criminalité. Pourquoi? Parce qu'on a un État qui n'assume pas ses fonctions et qui a peur, qui mène une politique sécuritaire au doigt mouillé, sans vouloir trop embraser les cités, sans vouloir trop ennuyer une certaine partie de la caste politique de gauche, qui est aussi une part de leur électorat quelque part, hein, puisque en gros c'est par eux qui tiennent. Donc on a ce gros souci, et toutes les agressions que l'on voit, elles sont la conséquence tout simplement d'une impunité qui règne depuis trop longtemps dans toutes ces zones de non-droit. Mais ces zones de non-droit, au lieu de se réduire, elles croissent au contraire. Ouais. Et c'est bien ça le souci en France, c'est qu'on a de plus en plus de zones de non-droit. On n'arrive plus à sécuriser notre territoire. Regardez à Paris pendant les JO, on a réussi, mais à quel prix? On a mobilisé quasiment toutes les forces de police du pays pour une seule ville. Donc, c'est impossible de tenir tout le pays dans la situation que nous avons aujourd'hui. Vous avez toujours des retours de terrain de vos anciens collègues ou de policiers aujourd'hui qui vous parlent un peu justement de leur activité, de leurs doutes, de leurs peurs aussi peut-être sur le terrain? Ah oui, j'en ai quotidiennement. Ouais. Je n'ai jamais vraiment arrêté, on va dire, mes fonctions syndicales. Bien qu'aujourd'hui je sois en retrait, moi je continue de les assumer en termes de conseils et d'accompagnement de mes collègues. Je fais ça bien sûr bénévolement.
Et c'est aussi quelque chose de très important pour moi parce que je ne souhaite pas avoir une coupure franche et nette avec ce monde-là qui était le mien. Et surtout, je souhaite accompagner mes pauvres camarades qui, eux, se retrouvent dans ces situations et qui, psychologiquement, sont vraiment dans une vraie détresse par rapport à l'exercice de leur métier au quotidien. Cyril Mardaker, est-ce que vous êtes confiant grâce à l'arrivée de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur? Est-ce que ça vous donne un peu d'espoir? On voit quand même qu'il a envie de lutter lui aussi. Enfin, il a envie de protéger la police. On l'a vu par exemple, c'est peut-être symbolique, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais avec ce dépôt de plainte contre le collaborateur parlementaire d'Ercilia Soudet, dont on parlait hier, Richie Thibault, qui a traité les policiers ce qu'il disait, d'enfants de Pétain. Très sympathique. Donc voilà, il a porté plainte. Il a dit qu'il se battrait pour protéger les policiers de la moindre attaque, même verbale. C'est bon signe, ça, pour vous, Cyril Mardaker? Oui, mais moi, Monsieur Retailleau, je trouve que ses prises de position sont très bonnes, même au sens général, hein. C'est un homme, à mon avis, qui est très correct. Le problème qu'il y a, c'est est-ce qu'il a réellement la marge de manœuvre pour pouvoir changer ça? Je ne le pense pas, hélas. Je suis triste à dire, hein, mais je ne le pense pas. Même Monsieur Darmanin, il était ce qu'il était, mais quand il y avait une attaque des policiers, il était quand même vent debout à déposer des plaintes, à faire des choses comme ça. Mais c'était des coups médiatiques plus qu'autre chose, parce qu'en réalité, ça ne change strictement rien. Si vraiment on voulait défendre les policiers, il faudrait qu'il y ait des peines planchées quand un policier se fait agresser. Ça serait déjà la base. Vous agressez un policier, vous êtes sûr de faire au moins 2-3 ans ferme. Voilà, ça serait un début. Les textes le prévoient. Il suffit de l'appliquer. On pose encore la question de l'indépendance de la justice et de l'idéologie d'extrême gauche qui est venue gangréner la magistrature en général. Ouais. Et il nous reste 1 minute, Cyril Mardaker. S'il fallait résumer donc ce dont la police a besoin aujourd'hui, vous diriez quoi en 1 minute? Je dirais simplement que la police, elle a besoin que la justice applique réellement le code pénal. Voilà. La police, elle a besoin également qu'on revalorise son image. Elle a besoin que le peuple français, dans son entièreté, prenne conscience qu'elle est là pour protéger et non pas pour être un instrument simplement répressif à la solde d'un État qui perd en légitimité démocratique. Voilà ce dont a besoin la police, tout simplement. Merci beaucoup Cyril Mardaker d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes ancien policier et conseiller régional du Centre Val de Loire. À bientôt sur notre antenne.